Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Iris Lai. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Iris Lai. Bonjour Florian. Ou Lai Ting-Hui. Donc Iris, tu es taïwanaise, traductrice de français. Tu as notamment travaillé plusieurs années pour la CPC Corporation, qui est l'équivalent taïwanais de Total en France. Oui, tout à fait. Et en mission au Tchad, notamment comme traductrice-interprète. Et maintenant, tu es aussi interprète, mais au bureau français de Taipei. Tu as aussi traduit plusieurs livres français en mandarin, à la fois des livres illustrés ou bandes dessinées, comme Corto Maltese, mais aussi des romans, comme Le Bureau des Jardins et des Étangs, des livres de développement personnel, comme un manuel pour démasquer les pervers narcissiques, et plus récemment, une biographie qui est intitulée « Comment moi, un Français, je suis devenu maître de marionnettes à gaine taïwanaise ». Alors, avant d'expliquer plus en détail comment tu en es arrivé à traduire ce livre-là, il faudrait remonter bien plus en arrière, puisque tu as fait ton mémoire de master à l'Université centrale de Taïwan, donc, sur les marionnettes à gaine taïwanaises, mises en comparaison avec le théâtre Guignol de Lyon, un mémoire qui était soutenu en 2013. Ça fait déjà quelques années. Oui, tu étais venu en parler ici aussi, d'ailleurs, il me semble, à ce moment-là, à la radio. Oui. C'était il y a longtemps. Je suis invitée par Meg Wang et François-Xavier Boulet. Ouais. Oui. Donc ils sont toujours là, mais comme on voulait reparler à la fois de ce livre, donc d'un Français maître de marionnettes, et puis que je pense que beaucoup de personnes auront un petit peu oublié les détails au moins de cette interview, qui n'est plus disponible en ligne. Je voulais te redemander de nous parler un petit peu de ces deux pratiques, donc peut-être d'abord comment tu en es arrivé à t'intéresser au Budaishi, donc le théâtre de marionnettes à gaine taïwanaise, et est-ce que tu en regardais quand tu étais enfant, ou comment ça t'est venu d'abord cette envie de t'approcher de ce sujet-là? Merci Florian de m'avoir encore invité une nouvelle fois, parce que j'ai aussi oublié ce que j'ai dit il y a très longtemps à RTI. Mais je pense que avant de répondre à cette question, d'où vient mon intérêt pour le Budaishi? Et je pense qu'il faudrait d'abord expliquer aux auditeurs francophones ce que c'est le Budaishi. C'est le théâtre de marionnettes à gaine taïwanais. En taïwanais, on le prononce Poderi. C'est une forme de spectacle traditionnel où les marionnettistes glissent leurs mains à l'intérieur des marionnettes en bois, habillées en tissu, un peu comme dans le théâtre de Guignol. C'est une tradition profondément ancrée dans la culture populaire, qui servait autrefois de divertissement de rue, mais aussi de pratique à dimension religieuse. Dans mon souvenir, je n'ai vu qu'une seule fois un spectacle de Budaishi quand j'étais enfant. C'était dans un marché local. Je suis passée devant une scène tout simple, sans aucune décoration. Le marionnettiste parlait en taïwanais, mais je ne comprenais pas trop. Donc, je n'étais pas spectateur de Budaishi très fréquent. Mais alors, comment ça se fait que tu en es venu à choisir ça comme sujet de mémoire? C'était la deuxième année de mon master. J'ai cherché un sujet de mémoire, mais les quelques propositions que j'avais faites ne semblait pas avoir de potentiel de développement aux yeux de mon professeur. Donc plus tard, en discutant par hasard avec le professeur Donkey Le Peson, je parlais avec lui du spectacle La Boîte et de l'enthousiasme que cette pièce de théâtre m'avait suscité. Il m'a donc suggéré d'en faire mon sujet de mémoire. Et j'ai remarqué que le public de Budaishi est plutôt composé de personnes d'un certain âge, sauf pour l'une de ses variantes, le Pili Budaishi, qui est beaucoup plus populaire auprès des jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est le Pili Budaishi?
Pili Budaishi, c'est parce que de Budaishi, il y en a 3 sortes en gros. Le traditionnel, la taille de marionnette, c'est à peu près 30 cm. Et ensuite, deuxième genre, c'est Jingguang Budaishi. La taille de marionnette est à peu près 60 cm. Et plus récemment, on a encore agrandi la taille de marionnette pour en faire peut-être 90 cm ou même plus de 100 cm. Et comme ça, on peut créer des marionnettes avec, par exemple, les yeux qui bougent. La marionnette est beaucoup plus grande et beaucoup plus lourde. Et donc, on a besoin de 2 mains pour manipuler une marionnette. D'accord. Mais on peut utiliser beaucoup plus d'effets spéciaux et d'effets de lumière pour le faire plus attirante. Et donc, ça attire plus de jeunes. Donc ça, c'est le Pili Budaishi qui est plus populaire maintenant, c'est ça, tu disais? Oui. Et puis, il y a beaucoup de jeunes qui même faire des cosplays pour imiter les personnages de Pili Budaishi. D'accord, qui se déguisent eux-mêmes en personnages? Parce que le Pili Budaishi, est-ce que maintenant c'est plutôt représenté à la télévision ou bien sur des scènes de spectacle? Ça se voit où? Ça se passe surtout en télévision. Et il y avait aussi quelques films. La légende des pierres sacrées. Ok. Donc ça, c'est pour les Budaishi. Et dans ton mémoire, tu fais une comparaison avec les guignols. Comment est-ce que tu les as découverts? C'était en 2008, lors du festival d'art de Taipei, Taipei Yishujie. J'ai assisté à un spectacle qui s'appelait La Boîte Xixiang. C'était une coproduction franco-taïwanaise. Une troupe de guignols, qui s'appelle la Compagnie des Zonzons, est venue à Taipei. 3 marionnettistes comédiens de cette troupe lyonnaise jouaient aux côtés de 2 marionnettistes taïwanais, Chen Xihuang et Lai Shi'an, ainsi qu'un acteur taïwanais. Ce spectacle était en 3 langues, mélangées de français, taïwanais et mandarin. Et c'était sous-titré. Et donc, les gens ne comprenaient pas le français ou ne comprenaient pas le taïwanais, pouvaient regarder le sous-titre. Il se déroulait dans une grande boîte à 2 étages. Et cette boîte est conçue par Robin Ruizenthal, le directeur artistique de cette production. Et cette boîte donne vie à une histoire de marionnettes à la fois classique et innovante. Et c'était la première fois que je voyais une représentation de guignol à Taipei, au Zhongshan-tang. Et c'est comme ça que j'ai découvert le guignol. Et donc, tu disais tout à l'heure que c'est grâce à cette représentation que tu as eu envie d'en faire ton sujet de mémoire, c'est ça? C'est mon professeur, donc il a besoin qui m'a suggéré, parce qu'il a vu que je suis tellement passionnée de cette pièce de théâtre. D'accord. Et donc, dans tes recherches, est-ce que tu as découvert d'autres choses qui t'ont surprise ou qu'est-ce qui t'a passionné là-dedans, en fait? Outre le Budaishi traditionnel, j'ai aussi identifié 2 autres variantes à Taïwan, le Jingguang Budaishi et le Pili Budaishi. Chacune de ces formes marque l'évolution du théâtre de marionnettes à Gênes en quête de nouveaux publics, en intégrant les nouvelles technologies pour créer les effets spéciaux et dans le but de plaire au public de l'époque. Et une autre chose qui m'a vraiment surprise, c'est qu'il existe aujourd'hui encore de nombreuses troupes, plus de 500 troupes d'après les statistiques du Centre national pour les arts traditionnels. Ces troupes sont toujours actives au sein des temples ou lors des célébrations religieuses, parce que le Budaishi a aussi une fonction sociale très importante sur le plan religieux. Et en fait, la majorité de spectacles de Jingguang Budaishi aujourd'hui sont joués pour les dieux
et pas pour les humains. Et donc, les êtres humains ne sont même pas le public principal. Par exemple, pour l'anniversaire d'une divinité, ou quand quelqu'un veut tenir sa promesse, après avoir fait un vœu exaucé, il doit remercier le dieu. Et donc, l'organisateur ou le commanditaire invite une troupe de budaishi à jouer spécialement pour la divinité. Et du coup, il arrive qu'il n'y ait quasiment pas de personnes assises dans le public. Et par ailleurs, c'est au fil de mes recherches documentaires que j'ai découvert l'existence du guignol de l'info. Et... Tu connaissais pas du tout le guignol de l'info avant ? Ah non, pas du tout. Et c'est quand je fais mes documentations, parce que pour le guignol, j'ai pas pu trop faire le terrain. J'ai pas pu assister au spectacle de guignol non plus parce que j'étais à Taïwan. Donc, je consulte plus des documentations en ligne. Et donc, en tapant comme mot-clé guignol, tu es tombé sur les guignols de l'info ? Oui, et finalement, j'ai vu que ce sont deux formes très différentes de guignol. Est-ce que tu les as intégrés aussi dans ton mémoire ou pas du tout ? J'ai écrit quelques lignes, mais c'est pas mon but principal. D'accord, ouais. Parce qu'en fait, le guignol, on a une image plutôt que c'est un théâtre pour les enfants. Mais guignol de l'info, c'est plus dédié aux adultes. On peut dire que guignol de l'info qui renouvelle l'image de cette figure emblématique guignol, auprès du grand public. Comment est-ce que tu as pu quand même réussir à compléter tes recherches sur les guignols ? Est-ce que tu as pu avoir des interviews quand même ? Est-ce que tu as pu rencontrer d'autres gens qui font partie des troupes de guignols de France ? À cette époque, non. J'ai pu seulement consulter des documentations imprimées ou en ligne et j'ai acheté pas mal de livres sur le guignol. Mais j'ai pas pu vraiment voir un spectacle de mes propres yeux à cette époque-là. Après, oui, si tu dis ça comme ça. Oui, je suis allée à Paris, il y a le Jardin Luxembourg où il y a le théâtre de guignol. Pour les guignols, tu t'es surtout basé sur des livres, et pour le budaishi, j'imagine que tu as pu voir plus de représentations ? Oui, comme je suis à Taïwan, j'ai pu aller dans de nombreux temples et théâtres pour voir des spectacles. Et j'ai aussi visité des musées dédiés aux marionnettes, tels que Linliuxing au Xiguan et le musée des marionnettes de Taipei, ou encore un restaurant de budaishi. Restaurant de budaishi ? Oui, c'est dans un restaurant qui n'était pas très loin du pigeonnier. Là, il y avait des représentations de marionnettes. Est-ce qu'il est toujours ouvert ? Malheureusement, c'est déjà fermé. Et puis, j'ai également suivi 2 ateliers du grand maître Chen Xihuang. C'était au musée des marionnettes de Taipei. Un atelier est consacré à la manipulation de marionnettes et l'autre à la confection de costumes des marionnettes. Et dans l'atelier de manipulation, j'ai rencontré de nombreux marionnettistes de budaishi, ainsi que des chercheurs et des étudiants travaillant sur ce sujet, et le patron du restaurant de budaishi. Et donc, les gens sont venus pour apprendre auprès du maître Chen Xihuang. Et dans l'atelier de confection de costumes, j'ai observé le maître, comment ils conçoivent les coiffes, fabriquent et coudre les costumes de marionnettes. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Lucie, et qui est revenue l'an dernier à Taïwan avec Jean-Luc Ponceau pour jouer le voyage d'Ulysse en employant les techniques de budaishi lors du Festival des Arts de Tainan. Tous les marionnettistes et tous les chercheurs que j'ai rencontrés dans ces 2 ateliers
ou les amateurs que j'ai apportés après les spectacles de Budaishi. Tout le monde est très gentil. Il répond à toutes mes questions et m'en a beaucoup appris les savoir-faire. Et par ailleurs, j'ai également rejoint le club de recherche sur le Budaishi de l'Université nationale centrale, où j'ai pu poser des questions à des étudiants passionnés par cet art et surtout sur la variante Pili Budaishi. Donc ça reste quand même quelque chose qui à Taïwan est très vivant, à la fois au niveau des pratiques et au niveau des recherches en fait. Ouais, je pense quand même c'est un art un peu niche, mais quand même il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cet art, un peu moins connu ou moins populaire qu'avant, mais qui est toujours vivant, on peut voir. Et les gens passionnés, ils sont vraiment enthousiastes. Oui, ça doit être passionnant aussi de rencontrer tous ces gens. J'étais aussi curieuse au niveau des liens entre le théâtre et la politique. On sait que le Guignol est plutôt dans le registre satirique. On rit clairement des problèmes de société. Est-ce que c'est aussi un petit peu le cas dans le Budaishi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, le Budaishi a aussi entretenu des liens avec la politique, mais de manière différente du Guignol. Historiquement, le Budaishi traditionnel n'était pas toujours ouvertement satirique. Il s'agissait plutôt de récits épiques, de légendes ou d'histoires morales, souvent inspirés des romans classiques chinois. Le message politique, quand il existait, était généralement indirect, véhiculé à travers des métaphores ou de choix de scénarios. Et cependant, il y a eu des moments où le Budaishi a été un médium porteur de messages politiques. Par exemple, pendant la colonisation japonaise, il a été censuré et instrumentalisé dans le cadre de la politique d'assimilation Huangminghua. Ensuite, après 1945, le régime du Kuomintang, craignant son pouvoir mobilisateur, imposait une stricte censure limitant la liberté de création des artistes. Et durant la période de la loi martiale, le Budaishi fut intégré à la propagande anticommuniste. Et donc on voit c'était quand même politisé. Et toutefois, certains artistes ont continué à véhiculer des critiques sociales de manière plutôt détournée. Avec la démocratisation à partir des années 1990, cette contrainte a été enlevée. Mais je pense que la grande différence avec la Guignol vient de la tradition même du personnage. Parce que Guignol est né comme une figure de contestation, directement liée au vécu des classes populaires de Lyon, le Canut. Et il s'exprime de façon directe, humoristique et parfois irrespectueuse envers le pouvoir. Et le Budaishi, lui, est davantage enraciné dans une tradition narrative et esthétique où la critique sociale passe par le symbolique et la subtilité. Je voulais aussi te demander pour conclure, est-ce que après avoir fini ce mémoire, tu es un petit peu resté en lien avec le monde du Guignol, du Budaishi à Taïwan? Parce que j'ai fait ce mémoire, et donc il y a un ami éditeur, interprète, Kwon-Young, qui m'a présenté auprès d'un marionnettiste français qui est venu à Taïwan il y a 50 ans pour apprendre le Budaishi avec un grand maître taïwanais qui s'appelle Li Tianlu. Et donc, grâce à Kwon-Young, quand Jean-Luc Pinceau, qui cherchait une traductrice ou un traducteur pour traduire son autobiographie, Kwon-Young a tout de suite pensé à moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai entamé la traduction de son livre. Dont on parlera. Je vais te couper là parce que ça sera le contenu de notre émission de la semaine prochaine. Donc, ça fait
Un très bon teaser, merci beaucoup Iris. Et je vous dis tout de suite à la semaine prochaine. Merci Floriane et à bientôt.